Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire Décentralisation et participation communautaire autochtone dans la préservation des forêts primaires. En prélude du One Forest Summit, nous avons organisé le 9 février dernier, en partenariat avec les organisations de la société civile engagées pour la biodiversité en Afrique et en Europe, le Conseil camerounais de suivi des recommandations du nouveau sommet Afrique-France, le futur Conseil français impulsé par des acteurs notamment comme EvoSmart, Je m'engage pour l'Afrique et bien d'autres, cette conférence atelier. Cette conférence est une préfiguration de l'Institut Afrique-Europe pour l'innovation verte, une initiative portée par le Conseil camerounais, le futur Conseil français, les sociétés civiles africaines et européennes visant à faire de l'innovation verte un des moteurs de la refondation des relations entre les pays africains et l'Europe. La mission de l'Institut sera de promouvoir la recherche-action et l'entrepreneuriat en matière d'innovation verte en s'appuyant sur les savoir-faire locaux, les modèles propres à l'économie circulaire et les modèles de gouvernance inclusive inspirés par les meilleures pratiques locales. Pour enrichir l'échange, 3 intervenants nous font l'honneur de partager avec nous leurs réflexions et leur expérience. Andrés Larrea, doctorant en sciences de l'environnement à l'Institut de sciences environnementales de l'Université du Québec à Montréal. Anne Rema, directrice biodiversité à l'association Climate Change. Monsieur Samuel Nguifo, directeur du Centre pour l'environnement et le développement à Yaoundé. Il est aussi le détenteur, pour ses nombreux efforts sur la protection des forêts tropicales humides d'Afrique centrale, du prix Goldman de l'environnement décerné en 1999. Je suis et je suis, oui, je t'en prie. Je suis directrice biodiversité auprès de l'association Climate Change. Alors, Climate Change, qu'est-ce que c'est? C'est une association parisienne qui a été créée en 2015 dans la foulée des accords de Paris. Alors, c'est un objet un peu non identifié qui a pour vocation de faire dialoguer les acteurs entre eux et de faire dialoguer notamment les acteurs de la société civile. Donc, Climate Change, c'est une association de mise en réseau d'acteurs, une communauté d'acteurs centrée au départ sur les questions climat. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur notre site, mais vous verrez notamment que Climate Change a une grosse partie de son activité, l'observation. Donc, nous avons un observatoire de l'action climat au niveau mondial et en Afrique. Observatoire qui, tous les ans, publie des rapports, des études et qui sont en accès sur notre site. Nous avons également une grosse partie événementielle. Tous les ans, nous avons un sommet Climate Change Afrique qui se déroule en Afrique et qui réunit entre 1000 et 3000 participants en fonction des années. Nous avons développé depuis l'année dernière le sommet Climate Change Europe également. Le premier a eu lieu en mars 2022 à Nantes. Voilà, et la biodiversité qui arrive en 2022 chez Climate Change avec mon arrivée, mais c'est une réflexion que l'association a commencé à initier plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant, en partant du constat qu'il y avait nécessité de faire convergence entre les enjeux climat, biodiversité et désertification. Voilà, je m'arrête là pour ces premiers mots et je développerai plus avant ce sujet. Merci beaucoup, Anne. Merci pour ces éléments d'éclairage. On a hâte effectivement d'en savoir plus. Moi, ce que je retiens, c'est déjà qu'il y a un sommet Climate Change qui a lieu chaque année sur le continent. Donc, hâte d'avoir les prochaines dates pour que déjà les personnes qui ont été intéressées par ce webinaire puissent aussi avoir les informations. Et puis, forcément, cette notion de dire biodiversité et climat, finalement, c'est le même combat. Pourquoi on les scinderait et pourquoi on ne les intégrerait pas? Donc ça, c'est un vrai plus, en sachant que 2022 a quand même été couronné par 2 sommets dans le dernier trimestre, à savoir deux COP, la COP 27 climat et puis la COP biodiversité qui a eu lieu à Montréal. Climate Change s'y était. Je pense que tu nous diras peut-être un petit mot sur la suite de ton intervention. Merci beaucoup, Anne.
Je vais me tourner vers toi, Andrés. Est-ce que tu peux te présenter, parce que tu le feras beaucoup mieux que moi, et puis nous donner comme ça quelques mots introductifs sur tes travaux au sein de l'Université du Québec. Nous sommes à ton écoute. Merci. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Andrés Larrea, je suis anthropologue et scientifique de l'environnement. Je fais de la recherche à l'Université du Québec à Montréal et je suis chargé des cours à l'Institut de sciences de l'environnement de cette université. Moi, ça fait à peu près 7 ans que je collabore avec beaucoup d'organisations, dont des organisations de conservation aux îles de la Madeleine au Québec et dans les Caraïbes du Mexique, et avec des communautés autochtones et des nations autochtones en Amérique du Sud. Je suis péruvien, donc je travaille avec des populations autochtones au Pérou et au Chili. Sur des questions de conservation et d'analyse des risques socio-environnementaux, donc quand même assez divers. Je fais beaucoup de cartographie aussi d'impact de l'environnement. Donc, voilà un peu dans quoi je travaille. En ce moment, je me trouve au Chili à travailler avec la nation Diaguita. Et ce que je vais vous présenter, c'est un peu en lien avec la situation actuelle au Pérou. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu un petit peu sur ce qui se passe au Pérou. Il y a une explosion sociale. Et donc, ce que je veux vous présenter est très associé à une des dimensions de cette explosion sociale qu'on vit présentement au Pérou. Merci beaucoup, Andrés. Donc, ce que j'entends, et hâte aussi d'avoir plus d'éléments sur ce que tu vas nous partager dans un contexte Amérique latine, c'est effectivement, on parle de forêt comme axe environnemental et tu as parlé justement d'impact environnemental, mais il y a tout un axe social aussi dans la relation à la forêt et dans la manière de gérer justement nos écosystèmes forestiers. Donc, hâte aussi d'en savoir plus. Merci beaucoup, Andrés. Je me tourne maintenant vers Monsieur Samuel Nguifo. On a hâte d'en savoir plus, donc quelques mots introductifs sur qui vous êtes. On sait notamment que vous avez reçu le prix Goldman pour vos travaux pour l'environnement et la préservation des écosystèmes des forêts tropicales et notamment sur le bassin du Congo donc en 1999. On sait aussi que depuis ce temps-là, votre engagement n'a cessé de croître sur ces sujets-là. Donc, dites-nous en plus sur qui vous êtes, sur les travaux que vous menez actuellement, sur ce propos introductif, avant qu'on puisse développer ce point avec vous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis Samuel Nguifo, je suis camerounais, je vis au Cameroun, je travaille sur des questions environnementales, forestières, les droits des populations autochtones, locales au Cameroun, dans d'autres pays du bassin du Congo depuis longtemps et comme Arland le disait, depuis le siècle dernier au moins. Et donc voilà, ça fait ce qui me frappe et ce que j'essaierai de partager tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que ceux qui sont les plus légitimes pour parler des forêts, de biodiversité, sont ceux qui ont finalement le moins d'espace pour en parler et ceux qu'il faudrait peut-être un peu plus écouter aujourd'hui parce qu'on se rend compte que la manière dont on a fait sans eux n'a pas été couronnée de succès jusqu'ici. Donc là, je voudrais bien partager quelques pistes qui pourraient aider à mieux les associer, à mieux assurer leur participation. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci. Merci beaucoup, cher Samuel. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est comment on fait une prochaine conférence où justement on a plus de ces acteurs avec lesquels vous travaillez, vous, de manière plus quotidienne que nous. Comment on fait pour leur donner le micro aussi pour qu'ils puissent en direct nous donner les retours sur leurs observations. Mais aujourd'hui, vous allez être leur porte-parole et on vous fait complètement confiance pour relayer en tout cas les retours de vos travaux sur le terrain sur ces différents points-là. Alors, sur la deuxième partie, on va rentrer un petit peu plus dans le jus, ou en tout cas dans le propre, dans le cœur du sujet. Je vais commencer de nouveau par toi, Anne. Une initiative qui a été lancée, enfin une initiative, un peu plus qu'une initiative, mais qui a été lancée à la COP15 à Montréal sur cette coalition que vous avez montée sur les corridors de biodiversité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'avoir mis en place? Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne et quel est le lien avec le sujet qu'on est en train de porter, s'il te plaît?
Oui, effectivement, nous avons lancé lors de la COP15 Biodiversité à Montréal une coalition intitulée Coalition internationale sur les corridors de biodiversité en Afrique. Alors peut-être avant de détailler cette initiative, revenir à l'historique et à la genèse, comment on a fait et pourquoi on en est arrivé là. Eh bien, comme je vous le disais, Climate Change, vers 2021, est parti de plusieurs constats. D'abord, le constat qu'il y aurait en tout cas une légitimité à faire cette convergence climat, biodiversité, désertification. Et je reviens sur ton interrogation relative au COP. Effectivement, Climate Change est peut-être une des rares organisations en année 2022, à avoir participé aux 3 COP, puisqu'il y a 3 COP. Il y a une COP désertification qui a eu lieu en mai de mémoire 2022 à Abidjan. Il y a eu évidemment la très médiatisée COP27 de Sharm el-Sheikh et puis en fin d'année, la COP15 de biodiversité à Montréal. Donc, nous, toujours fidèles à notre savoir-faire de casser les logiques des silos, faire du réseau entre les acteurs, on a souhaité participer aux 3 COP. Donc ça, c'était le premier constat, créer de la convergence, casser les logiques de silos. Le deuxième constat, c'est, et ça j'imagine que Andrés et Samuel ne me contrediront pas, on constate une évolution, une remise en cause en tout cas, une évolution des pratiques de conservation, avec l'émergence de plus en plus prégnante des questions relatives à la cohabitation homme-animal, avec la remise en cause des revenus traditionnels de la conservation liés au tourisme et à la chasse durant la pandémie de la Covid-19, et avec la remise en cause des modèles mêmes de conservation, comme le soulignait Samuel, qui, depuis les années 60-70, ont été fondés sur la création de grandes aires protégées, de grands parcs naturels, avec des débats qui ont été soulevés. Peut-être que les participants ont lu ce bouquin de Guillaume Blanc sur le néocolonialisme vert, ce livre qui a un peu défrayé la chronique et qui disait qu'en fait, ces politiques de conservation étaient une forme de néocolonialisme et que l'on avait imposé en fait aux pays africains et aux populations locales. Dernier constat également, des besoins de financement pour financer ces politiques de conservation et des financements qui atterrissent au bon endroit, c'est-à-dire sur les populations locales. Donc, partant de ces constats, on s'est intéressé à la thématique de la connectivité écologique, ce que l'on appelait aussi les corridors de biodiversité. Alors, la connectivité écologique, qu'est-ce que c'est ? On peut peut-être partir de la définition de l'IUCN, il y en a beaucoup, mais on peut retenir celle de l'IUCN qui serait le mouvement sans entrave des espèces et le flux des processus naturels qui entretiennent la vie sur Terre. Voilà la définition un peu officielle de la connectivité écologique. Il y a plusieurs connectivités écologiques. Il y a de la connectivité aérienne, de la connectivité marine et de la connectivité terrestre. Chez Climate Change, on a décidé de s'intéresser à la connectivité terrestre pour lutter contre la fragmentation des habitats et pour lutter contre la fragmentation génétique des populations. Et quand on s'est intéressé encore de plus près à ce sujet, on s'est rendu compte que la connectivité écologique, c'était un sujet éminemment transversal qui permet justement de faire ce fameux lien, de cette fameuse convergence entre les sujets climat, désertification et biodiversité. Pourquoi ? Parce que quand on tire le fil, quand on s'intéresse à ce sujet, quand on cherche à le mettre en œuvre, c'est-à-dire à créer de la connexion entre les aires protégées et les parcs naturels, eh bien tout de suite, on va commencer à s'intéresser à des questions de planification stratégique au niveau national, au niveau décentralisé. On va s'intéresser au réseau hydrique, puisqu'on sait que la connectivité écologique passe souvent par le réseau hydrique, c'est-à-dire les animaux passent en fait le long des rivières. Les animaux passent par le couvert forestier, puisqu'ils trouvent des abris. Donc la connectivité écologique touche aussi aux questions de reforestation, déforestation. On touche aussi à des questions relatives au développement local des populations locales, c'est-à-dire au développement des populations locales, c'est-à-dire comment fournir aux populations des sources de revenus alternatifs et pérennes qui les convainquent, entre guillemets, de mieux accepter la cohabitation homme-animal.
On touche aussi à des questions relatives à l'urbanisation, c'est-à-dire les interruptions de corridors. Qu'est-ce qu'une interruption de corridor aujourd'hui? On sait que ce sujet fait débat à l'intérieur de la communauté scientifique. Bref, un sujet transversal qui nous permet de toucher à tout. Alors, pour raccrocher à notre sujet, comment la connectivité écologique peut-elle être mise au bénéfice des populations locales? Eh bien, tout simplement, et là je vais citer, la citation n'est pas de moi, mais de Gary Tabor, qui est président du Centre pour les grands espaces. Je traduis le titre, hein, mais ce n'est pas tout à fait le titre de sa structure. Donc Gary nous dit tout simplement parce qu'en connectant la nature, on connecte les hommes. Effectivement, en connectant la nature, on connecte les hommes. Mais une fois qu'on a dit ça, bah, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il le rendre opérationnel et le rendre concret. Et donc, chez Climate Change, on porte aujourd'hui 2 projets majeurs. Effectivement, d'abord, la coalition internationale, Corridor de biodiversité en Afrique, qui a été lancée lors de la COP15 à Montréal et que l'on va déployer tout au long de l'année 2023. C'est une coalition d'acteurs, acteurs publics, acteurs privés, porteurs de projets, financeurs, qui vont tous se mobiliser autour de cette question. Cette question, elle a été prise en compte dans le cadre de la CBD, le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal cite la connectivité écologique à plusieurs endroits, mais elle est encore évidemment insuffisamment prise en compte. Donc, c'est une coalition qui aura des objectifs classiques de coalition, c'est-à-dire la mobilisation d'acteurs et le plaidoyer, le partage de connaissances par le biais d'une cartographie, par le biais de rapports annuels. C'est une coalition qui aura pour objectif la recherche de financement et le développement de projets. Voilà, des objectifs somme toute relativement classiques. Nous allons déployer cette coalition progressivement, en priorité évidemment tout au long de l'année 2023. Voilà pour l'instant. En tout cas, on est en tout cas en phase d'atterrissage. On l'a lancé. Très certainement que lors du One Forest Summit, on aura une réunion de la coalition pour définir la feuille de route. Et ensuite, eh bien, on va faire prospérer le sujet avec nos partenaires. Au premier rang desquels, par exemple, je peux en citer quelques-uns, nous avons à bord avec nous WWF International, International Conservation, on a Boval Nature qui nous soutient, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a également été à nos côtés depuis le début. Et on est en train progressivement de faire monter à bord avec nous plusieurs autres structures. Voilà pour la coalition internationale. Le deuxième projet que l'on porte, alors là pour le coup c'est un projet d'application, un projet un peu plus de terrain, qui est un projet que l'on a appelé Corridor de biodiversité en Guinée, qui a reçu le soutien officiel de l'Agence française de développement en décembre 2022. Donc c'est tout récent, c'est un projet qui est en train de démarrer, que l'on va porter pour 3 ans. Et si je dois le résumer en quelques grandes lignes, parce que je pourrais en parler pendant des heures, un projet qui comporte 3 grands chapitres. Il s'agit d'abord de créer, de maintenir ou de rénover un grand corridor de biodiversité qui va aller du nord au sud de la Guinée, avec des enjeux transfrontaliers au nord avec le Sénégal et au sud avec la Sierra Leone. Ce projet donc va se développer sur 3 ans. Nous avons créé un partenariat composé de la Wild Chimpanzee Foundation, composé de Guinée Écologie, et ensuite de prestataires que nous sommes en train de choisir, mais qui vraisemblablement seront la société Biotope, la société EcoAct et Mathieu Wemer, qui est un avocat spécialisé dans les questions de droit de l'environnement. Donc pour ce faire, on va d'abord définir notre territoire, c'est-à-dire le connaître, puisque pour bien travailler sur la connectivité écologique, il y a un enjeu de connaissance du territoire. Donc, on va cartographier ce grand territoire qui fait à peu près 300 km de long. On va le cartographier non seulement d'un point de vue spatial et géographique, mais également du point de vue des acteurs et des sources de financement disponibles. Et en même temps, on fera du renforcement de capacité sur les questions de compensation. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le développement de plans d'action par sous-territoire de projet. On va essayer de découper ce grand territoire, ce grand corridor, en plusieurs territoires de projet, au sein desquels on va déterminer une gouvernance spécifique.
en gros, des pools d'acteurs qui sont intéressés par ces sous-territoires de projet, mais qui servent quand même la stratégie générale, qui est le grand corridor. Donc, sur ces pools d'acteurs, cette gouvernance territoriale va définir des plans d'action qu'on va assortir de sources de financement et de moyens de financement. Et parallèlement, on va également faire du renforcement de capacité, alors là, pour le coup, plutôt auprès des populations locales, sur les questions de biodiversité, de protection de l'environnement et de compensation, puisque tout au long du projet, nous allons mener une démarche, une méthodologie de certification du projet qui va nous permettre, in fine, on l'espère en tout cas, si le modèle tourne, et ça, on le saura à la fin des 3 ans, qui va nous permettre donc d'émettre des crédits carbone intégrant des co-bénéfices climat, biodiversité, connectivité écologique. L'idée étant que ces crédits carbone puissent, in fine, bénéficier aux populations locales, d'où la nécessité de les rendre conscientes en amont de la possibilité d'utiliser cet outil qui est à leur disposition. Encore faut-il qu'elles s'en emparent et qu'elles comprennent, mais ça je pense qu'elles l'ont compris, en tout cas qu'on leur donne les moyens d'utiliser cela pour les rendre actrices en fait des politiques de conservation et de protection et pour leur faire comprendre que ça peut générer des revenus et des revenus pérennes et alternatifs à ceux qu'elles ont connus jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je n'en dis pas plus à ce stade, je serai évidemment à disposition pour toute question. Merci beaucoup, Anne. Merci pour tous ces éléments. Il y a plusieurs éléments que je retiens, notamment, et forcément, j'ai des questions qui me viennent. La première, je vais la poser tout de suite et je laisserai bientôt, bien sûr, le temps de questions-réponses. C'est par rapport à la partie coalition. Qu'est-ce qui permet à une structure de vous rejoindre dans la dynamique ? Quels sont les critères pour vous rejoindre dans la dynamique? Le deuxième point, j'ai entendu l'axe économique et c'est vraiment un des points qui nous touche aussi au niveau de l'Institut Afrique-Europe pour l'innovation verte, c'est de sortir de ce pendant contraignant qu'on a tendance à associer à tout ce qui est gestion et préservation des écosystèmes pour en faire un pendant, une source de revenus pour les communautés qui sont au plus près du sujet, comme le disait professeur Nguifo tout à l'heure. Donc voilà, ces 2 points-là, et puis je passerai la main à la suite à nos autres intervenants. Oui, effectivement. Alors, sur la coalition, il y a différents moyens de la rejoindre. Alors d'abord, tout le monde est bienvenu. Toute structure privée, publique, parapublique qui est intéressée par le sujet de la connectivité écologique peut nous rejoindre. Nous avons des droits d'entrée dans cette coalition que nous avons fixés en fonction de la taille de la structure qui souhaite nous approcher. Ça, je pourrais détailler les droits d'entrée si c'est utile pour l'auditoire. Nous avons aussi la possibilité d'y participer en tant qu'observateur dans un premier temps ou en tant que contributeur scientifique dans notre communauté scientifique. Puisqu'en fait, j'ai peut-être pas détaillé ce point-là, nous avons une gouvernance qui est organisée autour d'un comité stratégique au sein duquel sont les financeurs et les pays coprésidents. C'est vrai que je ne les ai pas cités, mais les pays coprésidents sont la France, le Gabon, la Guinée et la Tanzanie. Donc, le cœur du dispositif, évidemment, le cœur décisionnel, c'est ce comité stratégique. Nous avons ensuite un comité scientifique et nous aurons différents groupes de travail qui vont travailler sur tous les sujets liés à la connectivité. Donc, au premier rang desquels la cartographie, on aura très certainement un groupe de travail cartographie, on aura très certainement un groupe de travail mécanisme de compensation. On aura très certainement un groupe de travail sur les interruptions de corridors, comme je le disais. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu et le bienvenu aussi pour aider la structure à prospérer sur le plan financier parce qu'il n'y a pas de bonne coalition sans des moyens financiers et des moyens en ressources humaines. Hein. Pour gérer l'animation, il faut un peu de sous, voilà, très concrètement et très prosaïquement. Sur le reste des questions, effectivement, l'aspect économique nous semble tout à fait important. Le fait de pouvoir donner les moyens aux acteurs de la compensation, alors quels qu'ils soient au final, hein, que ce soit les populations ou d'autres, mais donner les moyens aux acteurs de la compensation de mener des actions fondées sur des ressources pérennes. Et l'idée pour nous, c'est bien de dire, je le répète, que
protéger son environnement par le biais de la connectivité ou par tout autre moyen, peut être générateur de revenus. Ce n'est pas une contrainte, ça peut être une opportunité. Voilà, c'est vraiment pour nous le cœur du message et ce que l'on souhaite diffuser. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Voilà, je suis complètement d'accord avec les éléments qui ont été partagés. J'entends aussi qu'on peut rejoindre la coalition et que, en tout cas, les acteurs qui nous écoutent et qui sont intéressés d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à nous poser des questions, à revenir vers Anne. Pareil, forcément, sur l'impact économique de la préservation de notre écosystème, ça peut être générateur de sources de revenus, mais c'est aussi un moyen de préserver l'équilibre économique de nos territoires. On a bien vu ce que le Covid a pu produire, qu'on le veuille ou non. On voit bien ce que des catastrophes naturelles engendrent par-ci, par-là. Enfin voilà, il y a vraiment un enjeu effectivement sur ce point-là. Merci beaucoup, Anne. Alors, pour continuer, je vais donner la main à Andrés. Andrés, pour que tu puisses nous parler, alors tu as déjà commencé à nous présenter tes différents travaux. On sait qu'actuellement, tu es au Chili aussi pour continuer ce travail d'anthropologue en lien avec l'environnement. Je vais te donner la main parce que tu as une présentation aussi à nous faire. Donne-nous plus de détails sur les différents travaux que tu mènes, le lien effectivement entre préservation des écosystèmes naturels et intégration des communautés autochtones et locales dans cet enjeu de gestion de nos poumons végétaux finalement. Donc, sans plus tarder, je vais te passer la main pour que tu puisses nous partager ton écran. Hop. Et c'est fait. Donc voilà, est-ce que vous êtes en train de voir l'écran? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Parfait, c'est tout bon. Parfait, excellent. Donc, comme on le dit, la conservation est impossible sans les acteurs locaux et sans faire des réseautages, créer des structures. Et moi, en tant qu'anthropologue, je me considère un anthropologue de l'environnement. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dans laquelle ces structures se forment, dans la façon dans laquelle les gens s'organisent pour conserver, pour intervenir dans les problématiques environnementales qui les touchent. Et c'est quoi la pensée qui est derrière cette conservation? Parce que c'est pas tout le temps la même pensée, c'est pas toujours une pensée scientifique, c'est pas tout le temps le même type de connaissances qui sont mobilisées. Donc, je m'intéresse beaucoup à comment ces connaissances se produisent, comment ces connaissances se transmettent, comment ces connaissances s'institutionnalisent. Et quand j'ai commencé ma maîtrise en 2015, je me cherchais un projet de recherche et à ce moment-là, il y a eu une question historique dans mon pays. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui est les conflits miniers et les conflits associés à des projets industriels qui sont une bonne partie, une 20-30%, dépendant de l'année, des conflits sociaux qui sont présents dans mon pays au Pérou. Et donc, en 2015, en réponse à beaucoup de ces conflits sociaux, est constitué le premier gouvernement autochtone, autonome au Pérou, le 29 novembre. C'est une nouvelle qui a fait le tour du monde. C'est un nouveau acteur, un nouveau type d'acteur dans la politique péruvienne et surtout dans la politique de conservation de l'Amazonie. Le gouvernement, cette nouvelle institution s'est nommée le Gobierno Territorial Autónomo de la Nation Wampis. Et donc, quand ils se sont officiellement constitués, j'ai communiqué avec les leaders de ces groupes autochtones, de cette nation autochtone et de ce gouvernement pour pouvoir développer un peu une description de c'est quoi leur projet politique, c'est quoi leur projet de conservation et c'était quoi, en fait, la pensée qui se trouve derrière leur projet de conservation et leur projet d'autonomie territoriale. Donc, pour faire un petit peu une entrée dans la région, le Pérou, c'est un pays qui est très divisé en trois régions socio-géographiques, la côte, les Andes et l'Amazonie. Les territoires de la nation Wampis se trouvent dans le nord de l'Amazonie, dans la frontière avec l'Équateur. En fait, les territoires ont été coupés en deux par l'apparition de cette frontière, ce qui a mené à ce qu'on appelle une ethnogenèse, donc une séparation d'un groupe humain en deux groupes. Donc, d'un côté, les Wampis
la continuation sociale et culturelle, c'est les Shuar du côté équatorien. C'est une région aussi qui a été très peu développée à travers le temps parce que c'est une région où la frontière avait été mal démarquée et il y a eu plusieurs conflits armés entre le Pérou et l'Équateur. Donc, c'est une partie de l'Amazonie qui était très bien conservée grâce au travail mené par ces populations autochtones. Les territoires Wampi se séparent en deux bassins versants, les bassins du Canus d'un côté et du Cancain, et qui sont séparés par une chaîne montagneuse qui a une importance, une très grande importance, autant pour la conservation, parce que c'est des territoires dans lesquels, traditionnellement, c'est interdit de chasser, donc qui servent à la repopulation des espèces pour la chasse, mais aussi spirituellement, parce que c'est ces montagnes-là, c'est des zones où les populations Wampi, Sawahun et d'autres cultures autour viennent faire des quêtes de vision qui sont un élément très important dans cette culture, dans la façon dans laquelle, dans la philosophie locale et dans la façon dans laquelle une personne se développe en un être humain complet. Donc, en termes plus régionaux, les Canus et le Cancaim se déversent dans le Marañón, qui est en soi une des premières connexions du bassin versant de l'Amazone, donc un des bassins versants les plus grands au monde. Et ça a l'air de ça, le territoire Wampi. Tout mouvement s'est fait surtout à travers les rivières. Les populations sont concentrées autour des rivières. Et ce que vous voyez en arrière, c'est ces montagnes qui ont une importance, qui sont considérées sacrées. Et donc, dans le territoire, étant donné que l'entrée de la société moderne a été quand même très tardive à partir des années 50, quand on commence à avoir des écoles, et c'est très difficile d'accès, même pour la société péruvienne aujourd'hui. Très peu de gens de la capitale se retrouvent dans ces endroits. L'économie en général est encore très basée sur les connaissances traditionnelles et sur des ressources qui sont locales. Et quand on visite ces territoires, des choses qui nous impressionnent le plus, c'est cette connaissance-là, cette capacité à fonctionner avec des technologies et avec des ressources qui sont tout à fait accessibles. Et donc, les connaissances, ça prend des connaissances très spécifiques. Et quand on pose des questions sur cette connaissance technique, sur ces connaissances qui permettent l'économie One Piece de fonctionner, ben, la réponse qu'on a toujours, c'est que ces connaissances sont associées à la spiritualité. Donc, c'est impossible de dissocier les connaissances mythiques, les connaissances sur les spiritualités, sur les quêtes de vision, du système économique qui fonctionne en place. Ils vont te dire que c'est les connaissances qui leur permettent de faire des canaux, de faire la chasse, de faire de la pêche, mais ils viennent des entités qui existent dans le territoire, des entités non humaines, qui peuvent être des plantes, qui peuvent être des animaux, qui peuvent être des esprits, comme par exemple Numkui, qui est la terre-mère, la mère de l'agriculture, qui a donné aux femmes One Piece les connaissances de l'agriculture. Et c'est important de le dire, dans le territoire One Piece et Aguajún, c'est une des rares places dans la planète où on pratique encore la domestication de nouvelles espèces. Donc, cette création, ces mythes de création de l'agriculture One Piece est en fait reproduit dans les jardins agricoles des femmes One Piece, des familles One Piece. Et d'un côté, parce qu'il y a encore cette domestication de nouvelles espèces, mais d'un autre côté, parce que la pratique de l'agriculture est complètement associée à des champs magiques qui sont nécessaires pour préparer le terrain, pour avoir une bonne récolte, pour éloigner des animaux dangereux ou qui pourraient détruire les jardins.
c'est la même chose avec la pêche. Donc, les connaissances de la pêche sont considérées venant des entités subaquatiques, on pourrait dire des sirènes, qu'il faut connaître, qu'il faut savoir respecter, parce que c'est eux autres les propriétaires de la faune aquatique, c'est eux autres qui donnent les connaissances nécessaires pour profiter de cette faune-là sans détruire les points d'eau. Donc, il y a cette association très directe entre connaissances techniques nécessaires pour l'économie et connaissances spirituelles. Et c'est un peu ça la pensée qui est derrière la conservation du territoire, qui est vraiment les connaissances traditionnelles. Qu'est-ce qu'on sait des ancêtres Wampis? Qu'est-ce qu'on sait de ces groupes? En fait, il y a très peu il y a très eu peu des contacts, non seulement avec l'Empire Inca. L'Empire Inca a essayé de rentrer dans le territoire, mais ils ont été expulsés. Et aussi pendant la colonie espagnole. La colonie espagnole, c'est un territoire qui est riche en or. Donc, ça a intéressé très rapidement la colonie espagnole, mais après l'apparition des premières communautés espagnoles, coloniales, il y a eu une levée des boucliers de la part des populations Chicham, qui est le groupe ethno-linguistique, et ils ont expulsé aussi les Espagnols. Donc, ce qu'on sait, c'est que ces groupes-là étaient un peu dispersés dans le territoire, non pas en communauté, et jusqu'à l'apparition des premières écoles, c'est avec l'apparition des premières écoles que ces groupes-là commencent à se mettre en communauté. Et ces communautés-là ont une visibilité juridique à partir de la révolution des forces armées péruviennes dans les années 60-70. C'est dans l'année 74 qu'on crée la figure juridique des communautés natives pour faire référence à ce que le gouvernement péruvien parlait comme des populations indiennes avant. Donc, c'est vraiment dans ces contextes qu'apparaît l'idée d'une figure juridique communautaire pour ces communautés-là. Et avec cette figure juridique, il y a la reconnaissance du territoire de ces communautés-là. Donc, il y a un processus qui peut durer des dizaines d'années dans lequel une communauté autochtone va, avec l'aide souvent des organisations régionales autochtones, va faire une demande à l'État pour recevoir les titres juridiques des communautés autochtones et la reconnaissance de son territoire. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que, étant donné que l'État reconnaît juste les territoires des communautés et non pas d'un ensemble culturel comme une nation autochtone, l'État va donner des territoires très limités à chacune des communautés. D'ailleurs, les communautés qui peuvent passer, qui ont les ressources pour obtenir leur titre, mais ce qui reste au milieu, donc toute cette zone-là, les montagnes dont je vous parlais, beaucoup des points d'eau, cette zone-là reste à l'État, est considérée, est partie de l'État péruvien. Et donc, l'État péruvien peut faire des concessions, souvent à des compagnies canadiennes, souvent à des compagnies françaises, de ces territoires-là, qui sont des territoires revendiqués par les communautés autochtones, mais qui ne sont pas reconnus par l'État comme étant de ces communautés. Et non seulement ça, souvent l'État va faire des concessions, comme vous voyez les polygones, l'espace vert, sur des territoires qui ont été négociés avec l'État pour être avec des gouvernements passés, pour être des zones de conservation. Donc, ce que vous voyez là, c'est la rivière Canus, avec une concession pétrolière qui a été donnée à une compagnie qui touche non seulement des dizaines de communautés autochtones et les territoires de ces communautés autochtones, mais aussi des territoires revendiqués, non reconnus et des zones de conservation. Et cette situation est à la source de beaucoup de conflits sociaux dans mon pays. En 2009, dans le contexte de la signature du traité de libre-échange avec les États-Unis,
il y a eu une levée des boucliers de la part de toutes les populations autochtones du pays, autant des Andes que de l'Amazonie, qui a mené à une mobilisation nationale pour éviter non seulement la signature de ce traité de libre-échange, mais aussi tous les paquets de lois qui venaient fragiliser la propriété communautaire autochtone et la conservation des territoires amazoniens. Donc, les populations Wampis et Awahum ont été entre les groupes qui ont été les plus mobilisés. Et ça a mené à un événement de répression policière qui a fini avec la mort de plus d'une vingtaine de personnes, dont la majorité des policiers. Ça avait fait à l'époque les tours des nouvelles dans le monde. Donc, pourquoi ce niveau de violence? Pourquoi une violence qui peut mener à la mort de plus d'une vingtaine de policiers? C'est que beaucoup d'analystes, surtout à partir des sciences sociales, surtout à partir de l'anthropologie, proposent que ce qui arrive ici, ce n'est pas seulement un conflit qui est basé sur le contrôle des ressources, mais bien un conflit sur la pensée de comment c'est ce qui existe, de c'est quoi qui sont ces ressources. Lorsqu'on veut mettre une mine, lorsqu'on veut mettre un projet pétrolier à l'intérieur du territoire, est-ce qu'on est juste en train de contaminer le territoire ou est-ce qu'on est en train de détruire ces entités qui sont à la source de l'ordre ontologique du territoire même? Est-ce qu'on est en train de détruire, en fait, pour ces populations, c'est leur façon de concevoir le monde. Ce n'est pas seulement des choses physiques, mais c'est bien tout leur monde et tout leur système de vie qui est en danger. Donc, en réponse à cette situation, les différentes communautés des deux bassins versants se sont organisés et ont développé une constitution, ce qui serait considéré une constitution, et un État centralisé pour leur permettre de négocier avec l'État et négocier avec les compagnies minières et les compagnies pétrolières. Il y a aussi des gouvernements pour chacun des bassins versants pour ce qui est la conservation et le développement des projets. Et chacune de ces communautés, ben, ça c'est reconnu par l'État, a aussi son petit gouvernement local. Ça a l'air un peu de ça. Ça c'est une réunion du gouvernement des bassins versants dans le contexte d'un conflit avec des minières illégales, parce qu'il y a aussi beaucoup d'extraction illégale des ressources à l'intérieur du territoire. Donc, derrière ces projets des territorialité autochtone reconnue, qui est en ce moment pas reconnue par l'État péruvien, mais autour de ces projets de gouvernance, il y a l'idée que les territoires est un territoire intégral qui implique non seulement sa partie physique, non seulement les territoires reconnus par l'État et les territoires qui seraient vus comme traditionnels, mais aussi cette partie qui est plus de la cosmovision autochtone. Donc, tous les côtés spirituels est aussi intégré dans cette conception du territoire. Et c'est cette conception du territoire qui est poussée de l'avant par le gouvernement de la nation Wampis. Par exemple, dans leur constitution, il y a une reconnaissance de l'existence de ces entités qui habiteraient sous terre, et donc il y a des dispositions spécifiques de conservation qui prennent en compte le respect des relations réciproques avec ces entités non humaines, comme Nunkui, dont je vous parlais, ou comme les sirènes Sunkichwa. Donc, ces entités-là sont conçues dans les documents qui sont développés par cette structure de gouvernance, non seulement comme des éléments culturels décoratifs, mais bien dans leur planification territoriale, dans leur gestion des ressources et dans la négociation avec des institutions internationales. Donc, il y a un effort très important de la part des
bénévoles, des personnes qui participent dans cette mobilisation et dans cette gouvernance, de traduire les concepts de la cosmovision One Piece, un concept qui puisse être négociable avec des structures plus larges, avec des organisations internationales qui peuvent leur venir en aide ou qui peuvent devenir des acteurs avec lesquels ils doivent négocier. Et comme je vous dis, à l'intérieur de ça, c'est cette idée des territoires. Les territoires non pas seulement comme c'est un écosystème et toute la question hydrique et toute la question physique et biologique et non, mais c'est aussi un système de vie qui est conçu à travers des valeurs, qui est pensé à partir de ces valeurs et qui implique les entités non humaines du territoire conçues comme des personnes avec lesquelles on a un échange. Et donc, pour cette raison, le gouvernement One Piece, il fait constamment des efforts et réaffirme constamment les régimes de toute activité extractive, légale ou illégale. Et là, pour finir, parce que je sais que je commence à être un petit peu long, je vais juste vous donner quelques exemples des activités, des interventions menées par les gouvernements. Ce qu'ils essayent de faire avec les autres nations autochtones qui sont autour. La nation One Piece est la première à avoir développé un gouvernement, mais aujourd'hui, on parle de peut-être une dizaine de gouvernements qui se sont formés dans les dernières années. Cette dizaine de gouvernements veulent en fait créer un territoire autonome de conservation de l'Amazonie à l'intérieur de l'État péruvien. Et un des plus grands défis pour ces territoires autonomes, c'est le fait qu'il y a un oléoduc qui extrait du pétrole de l'Amazonie pour l'amener dans la côte péruvienne, qui traverse leur territoire et qui était à la source de plusieurs déversements. Il y en a un justement il y a quelques semaines d'ailleurs. Une autre chose, c'est qu'ils font ils vont mener des compagnies en cours, donc des litiges stratégiques. Et un de leurs litiges stratégiques, comme ils sont le premier gouvernement autochtone à être formé, beaucoup de leurs litiges stratégiques vont affecter par les décisions juridiques. Et ça va créer des précédents pour d'autres nations autochtones dans le pays. Et ça a été le cas avec l'OT 116, la concession pétrolière dont je vous avais parlé. Étant donné que la nation One Piece a gagné son procès en Cour suprême péruvienne, ça crée un précédent dans lequel beaucoup d'autres nations autochtones vont pouvoir amener en cours sur la même base qui est la base de la loi de consultation préalable péruvienne, qui est basée sur la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Sur cette base-là, beaucoup d'autres nations autochtones ont commencé à être capables d'amener des concessions données par l'État et l'État devant les cours. Et un dernier exemple, c'est tout ce qui est exploitation minière illégale. Il y a beaucoup d'exploitation minière illégale dans le territoire. Un exemple, c'est celle qui est dans la Quebrada Pastatillo, qui est une cours d'eau qui était utilisée normalement pour la chasse, pour la pêche. Quand une organisation des miniers illégaux rentre dans le territoire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déforester et après ça, ils vont passer tout le fond de la rivière au tamis pour être capable de séparer l'or. Et après ça, il y a un processus d'amalgamation qui utilise du mercure. Donc, il y a une contamination, il y a une déforestation, il y a une destruction du bassin versant et il y a une contamination au mercure. Contre ce type d'impact-là, les bassins, en fait, les gouvernements du bassin versant vont organiser des raids, des attaques contre ces campements des miniers illégaux dans lesquels tu as des centaines, 200, 250 bénévoles One Piece qui arrivent armés avec leurs lances, avec leurs peintures de guerre pour sortir ces miniers illégaux de leur territoire.
ce que vous voyez, c'est les conséquences de la minerie illégale. C'est l'image satellitale qu'on avait vue il y a 2 secondes. Et c'est sûr pour détruire nos infrastructures parce que c'est très difficile d'amener des infrastructures sur le territoire. Et donc, souvent, pour ce type d'opération, la nation One Piece va travailler en concertation avec soit la police, soit les municipalités locales, soit avec la marine péruvienne. Parce que la marine a présence dans les voies fluviales de l'Amazonie. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que dépendant de quel acteur dans l'intérieur de l'État péruvien, la nation One Piece est en train de développer des stratégies spécifiques pour chacun de ces acteurs. Ils vont avoir des collaborations avec des projets de conservation des ministères de l'environnement. Ils vont avoir des collaborations avec les gouvernements régionaux, même si l'État central et les branches politiques, donc tout ce qui est la branche législative de l'État, n'ont pas officiellement reconnu la présence, l'existence de ces nouveaux acteurs politiques. Ils n'ont pas le choix aujourd'hui de négocier avec ces acteurs, non pas seulement pour la conservation, mais aujourd'hui, dans le contexte de l'explosion sociale qu'on vit, pour mettre fin à la conflictivité sociale. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit au Pérou, et avec ça, je veux juste finir ma présentation, ce qu'on voit aujourd'hui au Pérou, c'est justement, dans les derniers 15-20 ans, il y a eu un développement d'acteurs sociaux que l'État central, que les partis politiques, que les législatifs et l'exécutif n'ont pas su dialoguer avec. Et ça, à cause d'une différence centrale des visions de sur quoi on dialogue. Parce que pour le gouvernement, on parle des projets de développement, on parle d'économie, on parle d'extraction de ressources. Pour certains acteurs de l'autochtonie péruvienne, on parle d'une destruction de leur système de vie et de leur façon de voir le monde. Et ça, c'est au cœur, avec toute la dimension des racismes dans la politique péruvienne, c'est au cœur de la problématique qu'on vit aujourd'hui et de l'explosion sociale qui a mené dans les dernières semaines à 50 décès. Donc, je vous laisse avec ça. Merci pour votre temps et merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Andrés, pour ces éléments, pour la richesse des informations partagées. Il y a effectivement, enfin, bien sûr, plein de choses que je connecte par rapport aux précédents échanges. Je te remercie, si tu veux bien, de me remettre animateur aussi par effet de ricochet. Bien sûr, on avait cette notion environnementale qui est la question de la préservation de nos écosystèmes. Avec Anne, on était déjà allé plus loin en disant qu'il y a tout un enjeu social et économique lié à cette préservation des écosystèmes. Chez toi, ce que j'entends, c'est une dimension spirituelle aussi, finalement, à ce rapport à la nature et à la préservation des écosystèmes. Il y a de l'audace parce que finalement, et moi, quand j'entends la date à partir de laquelle juridiquement les populations, enfin, en tout cas dans l'exemple que tu nous citais, ont pu avoir une visibilité juridique, je crois que c'est 1968, donc on est dans les années 70, enfin tout début des années 70, c'est relativement tard. On se dit, il s'est passé quoi avant, enfin, quel était le... voilà, bon, est-ce qu'on en était? Et encore, je dis ça, à mon avis, il y a encore plein de vides juridiques et de choses sur lesquelles, en 2023, on n'est pas encore, comme dirait justement Anne, on n'a pas encore atterri correctement. Donc ça, et alors, il y a aussi un volet technologique. Je n'ai pas pu m'empêcher, quand tu as montré les différentes évolutions, notamment sur comment fonctionne ce braconnage, si je peux le dire, en tout cas, cette exploitation illégale de l'or. On a différentes photos sur la même année, mais sur différents mois. Ce sont des vues satellitaires, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement, on vient amener des éléments technologiques pour nous permettre de voir la Terre de haut, pour apprécier, désapprécier en tout cas des choses qu'on ne pourrait pas voir si on est juste à notre... Donc finalement, il y a pas mal de maillons qui viennent graviter autour d'un sujet qui pourrait être un sujet de Amish pour ceux qui voilà, regardent un peu de loin cette question de préservation des écosystèmes, où finalement, on arrive finalement, quand on parle de technologie satellitaire, on vient sur des éléments qui peuvent être quand même assez pointus. Donc très, très intéressant, merci. Alors juste, je vois qu'il y a plein de questions continuées.
petite consigne pour me permettre tout à l'heure, ou en tout cas à la personne qui va rapporter les questions, merci de préciser à qui vous adressez votre question. Sinon, moi, j'aurai un peu de mal à savoir à quoi fait référence votre question. Donc, merci juste de préciser à qui vous adressez votre question pour que tout à l'heure, on puisse bien les reporter. Vous inquiétez pas, on va avoir quasiment 1 heure de discussion avec vous. Donc, restez avec nous. Vos questions vont être prises à la fin pour le temps d'échange avec les intervenants. Merci beaucoup, Andrés. On va passer la parole à Samuel Nguifo. Merci d'être avec nous. Samuel, on a hâte d'en savoir plus sur forcément ce qui vous a valu ce prix, mais au-delà, on sait l'engagement que vous portez depuis toutes ces années sur la conservation, le mieux connaître les forêts tropicales et notamment la forêt du bassin du Congo. Elle fait partie des principaux poumons végétaux de notre planète. On la connaît bien sûr pour son écosystème forestier, mais de plus en plus pour sa biodiversité unique et puis sa capacité de stockage de carbone. À la fois les arbres, le sol avec les tourbières, et puis elle a aussi quand même quelques espaces aquatiques qui ont aussi cette capacité de stockage de carbone. Samuel, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à Arlande et merci à mes 2 prédécesseurs pour ces présentations extrêmement riches. Je voulais parler de l'Afrique parce que c'est là où je vis et c'est sur le continent que je travaille. Et partager 3 choses. Puisqu'on parle de gestion décentralisée, j'ai commencé en évoquant tout à l'heure le fait qu'on a l'impression que le secteur forestier est en crise. On a l'impression que la conservation de la biodiversité ne marche pas comme on l'aurait souhaité, que le continent, par ses forêts, émet beaucoup plus que ce qu'on pourrait émettre raisonnablement, et que finalement, les communautés qui vivent dans la forêt se plaignent de ce que l'érosion de la biodiversité limite leur capacité à utiliser la forêt, à la fois les espaces et les ressources de la forêt. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on a une grande fragmentation. Et je veux commencer par là. J'ai beaucoup aimé la formule tout à l'heure de Anne, qui parlait de la logique des silos. Et je crois qu'on a cette fragmentation-là à la fois sur les secteurs et sur les savoirs. D'abord sur les secteurs. Traditionnellement, les communautés, chez nous, dans les langues traditionnelles, quand un autochtone dit, quand il parle de sa terre, il évoque aussi la forêt, il évoque les cours d'eau qui l'arrosent. C'est un bloc. Ou quand il dit ma forêt, c'est également la terre, c'est ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est un bloc. Ce qui nous appartient, entre guillemets, c'est un bloc. Mais quand on regarde comment l'État le perçoit, comment les planificateurs perçoivent la ressource, l'espace, notre environnement, il y a une grande fragmentation. On a une loi minière, on a une loi forestière, on a une loi foncière, on a une loi sur l'eau, on a une loi sur l'environnement. Donc, à la fin, il est extrêmement difficile d'arriver à la cohérence qu'il faudrait, à l'harmonisation qu'il faudrait, donc à l'efficacité qu'il faudrait. Parce que derrière les textes, on a aussi des administrations qui sont totalement différentes. Et ça rend la tâche tellement compliquée, tellement compliquée. Il est extrêmement difficile dans nos pays en Afrique centrale, mais au-delà de savoir en réalité qui est responsable de quoi, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que la faute est très partagée en général. Ce n'est pas le ministère des Forêts qui n'est pas capable de bien le faire, c'est aussi le fait que les autres ministères impliqués ont des compétences qui chevauchent les compétences du ministère. C'est compliqué. Donc, cette fragmentation des secteurs est un problème. Et c'est un problème quand on parle de gestion de la biodiversité, c'est un problème quand on parle de stratégie de réduction des émissions. Et on a une grande fragmentation des savoirs. Et là, je redescends d'un cran à l'échelle d'une unité de conservation. La conservation classique est construite sur le savoir des botanistes qui vont nous dire quelles sont les espèces végétales, sur le savoir des biologistes qui nous diront
ce que les animaux font, ou voilà, qui nous parleront des animaux. C'est construit autour de cela, de l'anthropologue qui nous dira comment vivent les populations et qu'est-ce qu'il faut comprendre d'elles. Mais quand on retourne au savoir traditionnel, encore une fois, il n'y a pas cette fragmentation. Il y a des anciens qui savent des choses, il y a des femmes qui savent des choses, et tout cela reste dans la communauté et il y a des mécanismes de transmission traditionnellement. Mais la fragmentation essentielle que l'on a ici, c'est entre ces savoirs, je dirais livresques en quelque sorte, et ces savoirs traditionnels. Et on les sépare, on les oppose, et on donne l'impression qu'il y a une hiérarchie entre eux. Et personnellement, de ce que moi j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il y a des anciens qui ont un savoir véritablement encyclopédique. Malheureusement, pas dans la bonne langue, n'est-ce pas? Et donc, ce savoir ne peut pas être transmis. Donc, cette fragmentation a conduit à beaucoup d'incompréhension, voire à des conflits en matière de gestion de la biodiversité, de définition et de mise en œuvre des politiques environnementales sur le climat, biodiversité, mais aussi d'une manière générale sur le développement économique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le développement que nous voulons? Ce n'est pas défini par les ministères de l'environnement, ce n'est pas défini par les ministères en charge du climat, c'est défini par d'autres ministères qui ont une vision, ils sont dans un couloir différent en quelque sorte. Et en parlant de conservation, les conflits ont parfois visé à disqualifier la conservation classique, qui elle-même justement avait passé son temps à disqualifier toutes les pratiques traditionnelles. Avec cela, on passe du temps à se battre pendant que la biodiversité attend d'être préservée, d'être protégée. Et on pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ça, c'est le premier point que je voulais partager. C'est un constat, mais à côté de ce constat, on a apporté deux réponses. La première réponse était alors ça a été un projet qu'on a conduit et qu'on va reconduire en ce moment. On avait cette séparation entre les vieux et les plus jeunes, parce que justement, le modèle moderne, entre guillemets, présenté était un modèle dans lequel les vieux ne se retrouvaient pas et les jeunes ne voulaient pas ressembler à ces vieux-là, les jeunes autochtones, les jeunes dans les communautés rurales. Et ce qu'on a fait, c'était de leur dire, écoutez, c'est un concours. Si vous nous apportez une pratique traditionnelle, un savoir traditionnel efficace, testé, vous avez une rémunération en nature, matériel agricole, intrants agricoles, quelque chose de ce genre. Et on leur a donné des cahiers et des stylos. Ça les poussait à aller s'asseoir à côté des anciens et essayer de comprendre ce que les anciens savaient et ces savoirs qui avaient disparu. Et on a eu des choses extraordinaires qui en sont sorties. Mais ce n'était pas pour nous parce qu'il fallait les tester. Donc, on poussait l'apprenant, entre guillemets, à s'approcher d'un vieux, à écouter un savoir traditionnel, à aller le tester avant de le noter. Et pour nous, le travail était déjà fait parce qu'il l'avait appris et la transmission s'était faite. Et ce que nous avons fait par la suite, c'était de permettre à chacun de partager avec les autres ce qu'il avait appris. C'était notre manière de réintroduire dans le milieu des savoirs qui étaient en voie de disparition. Et je pense que ça pourrait être peut-être utile pour l'Institut en création ou déjà créé. La deuxième chose que je voudrais partager, c'est un contexte que tous les pays africains ont en commun, mais qui n'est pas commun qu'aux pays d'Afrique, du bassin du Congo ou d'Afrique. C'est le fait qu'on a une pression croissante sur les ressources naturelles, sur l'espace, sur les forêts, au nom de l'économie. Nous concevons l'économie comme étant toujours de la croissance. Et on a une croissance démographique également très forte dans la plupart des pays au sud. Et cette double pression, pression sur les ressources, pression de l'exploitation sur les ressources, la construction de grandes infrastructures, l'exploitation forestière, la mine comme au Pérou, les agro-industries, cette pression-là, associée à la pression démographique,
qui elle-même induit une pression forte sur les espaces et les ressources, réduisent vraiment les ressources accessibles, réduisent la... On parlait de fragmentation ou de connectivité tout à l'heure. Donc là, il y a des endroits où on n'a absolument plus de possibilités de connectivité entre des zones riches en biodiversité du fait de cette pression-là. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, le tribut payé par les populations locales et autochtones a cette pression très forte sur l'espace et les ressources, c'est que la qualité de leur vie baisse très fortement. Elle est sacrifiée totalement sur l'autel d'un progrès générateur de ressources financières qui ne seront pas redistribuées, en tout cas pas jusque dans les villages qui ont payé le prix de cette croissance-là. Et ça, c'est un dilemme, c'est un problème. On note encore des conflits, on note des oppositions fortes au niveau local. Et dans ce contexte-là, puisqu'on parle également de biodiversité, si on regarde les objectifs d'avoir d'ici à 2030, 30% de la superficie des pays gérés sous forme d'aires protégées, quand on regarde le bassin du Congo, l'Afrique centrale d'une manière générale, on a un peu plus de 5 millions de kilomètres carrés. C'est la superficie cumulée de tous ces pays-là. On avait en 2016 une population de 150 millions d'habitants. En 2030, on aura le double, environ 300 millions. Donc, pression démographique accrue sur les ressources. Aujourd'hui, la superficie des aires protégées est de 800 000 km², ce qui représente exactement 15% de la superficie cumulée du territoire des pays concernés. Donc, l'effort de conservation attendu dans ces pays-là pour atteindre la cible serait de doubler, de passer à 1,6 million. Mais parce que dans ces pays, on a la pression démographique, on a la pression induite par l'exploitation des ressources naturelles, l'attribution, le permis sur la terre, sur les ressources, sur la... C'est absolument impossible parce qu'avec 15% aujourd'hui, on a déjà des conflits sans fin entre la conservation et les communautés. Si on doublait la superficie, on peut penser que les conflits doubleraient, augmenteraient en nombre et augmenteraient en intensité. Donc, ce n'est pas envisageable. Alors, comment faire? Il y a une solution, c'est la conservation communautaire, qui n'est pas encore suffisamment explorée. Mais la conservation communautaire, c'est la solution. Ce serait le lieu d'expression des savoirs traditionnels et locaux. Et ce serait de voir l'enjeu principal de leur conflit avec les agences de conservation disparaître immédiatement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'accès à la terre et aux ressources. Le but n'est pas de dire qu'on ne veut pas conserver, parce que traditionnellement, les communautés conservent. On a dans toutes les tribus en Afrique des tabous sur des lieux, on a des tabous sur des espèces, on a des tabous sur des moments. On ne chasse pas tout le temps, on ne chasse pas toutes les espèces. Voilà. On ne tue pas les espèces gestantes, par exemple. Traditionnellement, c'est un tabou. Mais du point de vue de la conservation, c'est exceptionnel comme mesure. Donc, on ne peut pas dire que la tradition est opposée à la conservation parce qu'on n'a pas laissé la tradition s'exprimer de manière totalement autonome comme on pourrait le faire demain dans les aires protégées communautaires qui sont fortement demandées par les populations. Et donc, aujourd'hui, c'est la seule piste qui semble possible pour arriver à atteindre la cible sans avoir des conflits et à restituer aux communautés un contrôle sur leurs terres et sur leurs ressources, même si ce contrôle doit être nécessairement contrôlé, accompagné par les agences de conservation, mais surtout par l'État. Et voilà, ça c'est ce qu'on essaye de construire. La dernière chose que je vais dire pour sortir, parce que je pense que le temps passe, de complémentarité, parce que cette complémentarité est naturelle.
En matière de conservation, on n'a aucune agence de conservation qui ait les ressources suffisantes pour assurer un suivi efficace des territoires sous leur responsabilité. Les zones de conservation sont vastes, sinon cela ne fait aucun sens du point de vue de la protection de la biodiversité. Et plus c'est pour surveiller, pour contrôler. Mais qui mieux que les communautés locales, les communautés autochtones riveraines connaissent l'espace, connaissent ces endroits. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'associer ces deux acteurs dans la protection, dans le suivi, dans la surveillance? En parlant également de surveillance et de suivi, il y a un savoir extrêmement riche dans les communautés locales et autochtones sur les mouvements des animaux, sur les zones où ils habitent, sur les moments où ils se trouvent à tel ou tel endroit, et même simplement sur la capacité à suivre leurs traces. Un bon biologiste peut suivre la trace de bêtes, mais n'arrivera pas à le faire autant que le pire des autochtones de forêt, qui sont capables de dire tellement de choses comme s'ils les avaient vues rien qu'en lisant des traces qui sont totalement invisibles pour le non-autochtone. Donc là aussi, il y a une complémentarité qu'on n'a pas exploitée, une complémentarité potentielle. Pour les communautés autochtones et locales d'utiliser l'outil technologique. On a vu tout à l'heure les cartes satellites. Ici, c'est l'utilisation des GPS pour collecter des données sur l'espace, sur les ressources. Il y a, je dirais, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ce savoir a commencé à être introduit. Et aujourd'hui, il est totalement généralisé au sein des communautés locales et autochtones dans tout le bassin du Congo. Mais il ne sert pas la conservation au niveau où il pourrait servir, simplement parce que les détenteurs de cette connaissance ne sont pas associés comme ils devraient l'être. Et donc là, pour moi, toute ma présentation aujourd'hui, c'est à la fois une présentation du potentiel et un plaidoyer pour dire qu'il faut arriver à les associer davantage parce qu'il n'y aura absolument pas de succès contre elles et surtout pas sans elles. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Une intervention, mais d'une richesse, en tout cas, à chacun de vous. Je suis contente d'avoir enregistré parce que c'est dense et c'est riche. Et donc, du coup, on aura plaisir à le recompiler pour le partager avec les participants, mais pour le réécouter. Samuel Nguifo, merci pour tous ces éléments. Plein de choses, j'en ressors plein de choses et bien entendu, j'ai vu le Q&A bien rempli, plein de questions qui ont été posées, donc c'est chouette. On va passer un bon temps de questions-réponses là après. Plein de choses qui ont été portées par vous, Monsieur Nguifo. Le premier sur cette question, comment on atteint ces fameuses 30-30 qui font partie de notre cadre mondial pour la biodiversité dans un contexte où on est sur des territoires où l'expansion démographique va venir en conflit avec cette notion de préservation ou de conservation, du moins si elle est effectivement mise en silo par rapport au contexte social et au contexte d'intégration des communautés locales. Et j'aime bien, on pose la problématique et on dit, mais il y a une solution, c'est la conservation autochtone. Il y a une solution, c'est comment on fait en sorte que ces gens qui vivent de et dans la forêt depuis le commencement, si je peux le dire comme ça, on les intègre finalement dès le départ dans nos atteintes des différentes cibles qui sont énoncées dans le cadre mondial pour la biodiversité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la convergence et le partage de connaissances et de compétences entre les agences de conservation. Il faut se dire la vérité, qui n'ont pas les moyens complètement à la hauteur des enjeux, tant ils sont vastes. Voilà, comment on ne trouverait pas un chemin entre effectivement les communautés locales, les communautés autochtones et ces agences-là pour faire ce commun de compétences et de connaissances, en tout cas tant faire se peut. Et je reviens quand même sur le point qu'a dit Anne tout à l'heure,
déjà, on ne changera pas le monde tout seul, mais on ne le fera pas juste avec du sirop d'érable. Pardon, Andrés, il faut des fonds. Si on a dans l'assistance un certain nombre d'entreprises qui nous entendent et qui se posent cette fameuse question de comment moi, en tant qu'entreprise, je peux intégrer les enjeux de préservation de la biodiversité dans ma manière de fonctionner, il y a plein de moyens. Je pense que les panélistes seront ravis de vous partager quelques recommandations. Donc ça, c'était le petit moment pub. Et puis, donc effectivement, créer du lien entre les agences de conservation et les communautés autochtones. Et un autre point qui va rejoindre un des projets phares de préfiguration de cet institut que nous portons là collectivement avec pas mal d'acteurs que j'ai peut-être pas cités au début, mais je vous les mettrai tout à l'heure dans le partage de présentation. Donc, il y a bien sûr le Conseil pour le suivi des recommandations du nouveau sommet Afrique-France, donc le Conseil Cameroun. Il y a The Aqualians, il y a EOSmart, la structure que je porte. Il y a Je m'engage pour l'Afrique. On est pas mal d'acteurs autour de cet institut. En tout cas, on le porte avec nos bras et bien toutes les parties prenantes qui nous assistent. Il y a un point de départ qui était de faire en sorte de créer une plateforme de bonnes pratiques qui recenserait et qui vulgariserait les savoir-faire autochtones autour de la gestion des forêts, autour de la gestion des écosystèmes. Et c'est finalement le point que vous avez sorti sur cette dernière étape en disant il y a la compétence technique et scientifique et il la faut, mais à elle seule, elle ne peut pas tout. En tout cas, elle sera beaucoup plus lente que si elle s'associait au savoir autochtone. On parlait du biologiste, on peut parler de botaniste, etc. Il y a vraiment un enjeu à associer davantage chercheurs et scientifiques d'un côté et communautés autochtones qui vivent dans ces milieux-là, qui ont grandi dedans et qui ont des réflexes que forcément on n'a pas quand on ne les a pas appris depuis le départ. Donc ça, c'était le troisième point et ça rejoint mes collègues qui suivent le webinaire avec moi l'entendront avec une très bonne oreille, la pertinence de ce propos qui est de dire si on monte cette plateforme de bonnes pratiques, notre enjeu à nous, ça va être un outil numérique, mais pas que, c'est de nous approcher dès le départ de ces communautés-là pour les intégrer dans la construction de l'outil et dans le partage des compétences et des connaissances qu'elles ont. Donc, merci beaucoup. Je vais ouvrir le temps des questions-réponses. Alors, vous allez me pardonner parce que du coup, j'essaye de faire tout en même temps et de remonter les questions de tout le monde. Si jamais j'ai mal transcrit une question, je vous en prie, n'hésitez pas à me refaire un petit message. Alors, quand on me met le précédent intervenant